Mais bonjour tout le Salut tout le monde. monde. Hello. Est-ce que c'est trop tard, fin mars, pour souhaiter une bonne année à tout le monde pour ce premier Design Chat de l'année? Peut-être un petit peu, ouais. Bon, allez, bienvenue à tous. Nouvelle année, nouveau décor. Alors, bienvenue sur Design Shots. C'est le célèbre Design Shot mensuel ayant lieu approximativement tous les 6 mois. Mais bon, on aime bien faire les choses à notre rythme, hein, n'est-ce pas, Axel? Comme Oui. poster des replays à peu près 6 mois après. Ceux de 2023 qui sont bientôt prêts. Là. Voilà, mais on se fait plein de bonnes résolutions. Comment? Il me reste 3 mois du coup. Exactement, prends ton temps surtout. Parfait. Allez, on se fait des bonnes résolutions pour cette année, et notamment, on va faire déjà une biographie un peu plus courte que d'habitude, parce que nous n'avons pas un, mais 2 invités. Et déjà, le format, ça va changer pas mal de choses. Alors, on a le plaisir aujourd'hui d'accueillir Claire Gauthier, Head of Product Design chez B4Bank, et Alexis Sornomaz, VP Product Design and User Research chez Deezer. Vous avez vu mon accent anglais, hein, franchement, il ferait pas lire les plus anglo-saxons d'entre nous. Alors pour cette grande première, on a décidé de changer de format. Nos invités ne sont pas encore au courant, mais c'est eux qui vont nous poser des questions. Non. Ok, allez, let's go. Un petit blanc. Non, c'est bon. Ça. Bref, mais bon, on met de côté pour une prochaine fois. Bref, je n'ai quasiment rien préparé. Hein. On va être très franc. C'est aussi pour ça que c'est plus court que d'habitude. Et aucune intelligence artificielle n'est venue à mon secours. Donc, ça va être un peu freestyle. Donc, on est bien d'accord. Une intelligence artificielle, ça sert à rien. Et en plus, ça nous pique notre métier. Et donc, du coup, c'est pas très en adéquation avec mes souvenirs de Terminator. Mais bon, soit. Bref. Alors, double biographie, c'est un exercice que je m'étais jamais risqué à cet exercice. Je pense que ça va être un peu plus technique que le double kick latéral rotatif de Chuck Norris, mais je tente le coup. Alors, tout le monde se souvient un peu du deal. Chope des infos sur le net sur votre vie passée. Et si j'ai pas, j'invente. Donc voilà, si j'ai raison, c'est bien, vous êtes content, vous me dites. Et si j'ai tort, vous dites que ça on va bien rigoler. Alors, Claire Gauthier, du vieux français signifiant le chef de la garde, est née en 1982, à Paris. Oui, non, oui. Ouais, presque. Presque. Tu m'as enlevé un nom, on va dire que c'est bon. Ok, bon, dans ce sens-là, ça va. Alors, comme une vraie Parisienne, tu t'es quand même risqué une fois ou deux à franchir le périph', à savoir Vélizy, parce que tu as fait un DUT dans un IUT. DUT, UUT, c'est quand même 2 acronymes du XXe siècle tombés en désuétude. Mais tu t'es quand même aperçu de ton erreur parce que tu as bougé aux Beaux-Arts juste après avoir validé ses études en informatique. Malgré tout, ce début de millénaire fut rempli parce que tu travaillas très vite comme freelance graphiste et directrice artistique pour des grands comptes comme Coca-Cola, Heineken, Chanel, RATP, et j'en passe parce que la liste est assez longue. De son côté, Alexis Zornomaz, signifiant chouka noir, a priori, en polonais, on y reviendra. Tu es né en 1980 comme Axel. Non. Non? Bon, ok, tant pis. Toi aussi, tu viens d'un autre siècle et tu es aussi issu de l'informatique. Et il paraît que ça arrive à des gens très bien. Tu connais aussi la vie de freelance, mais ce qui t'a vraiment botté, c'est beaucoup de monter des boîtes, parce que tu en as monté quelques-unes. J'en ai recensé au moins 3. Et l'autre fait que j'ai trouvé assez intéressant, c'est que statistiquement, tu as beaucoup bougé parce que tu es resté un peu moins de 2 ans en moyenne dans tes CDI. Et donc, comme ça fait un peu plus d'1 an que tu es chez Deezer, peut-être que tu vas profiter de l'occasion pour nous annoncer quelque chose. De ton côté, Claire, toi, tu es plutôt sur la stabilité. Tu es resté plus longtemps dans tes CDI. J'ai pas fait le calcul, mais bon, j'ai noté quand même plus de temps qu'Alexis, mais je crois que c'est pas très compliqué. Et tu es arrivé chez Lobank en septembre 2022, après un long passage chez France Télévisions et Digital Linkers. Alors, B4Bank. Et le banque, c'est pas... Ah non, attends, j'ai dit quoi? Oui. Non, mais je suis en train de faire mes comptes en même temps, c'est pour ça. B4Bank. Toutes mes excuses. Et toi, Alexis, tu es arrivé chez Deezer en mars 2023. Et justement, on va commencer à parler de musique. Ça va me faire une super transition sur vos points communs. Alors, le point commun principal, c'est que vous avez tous les deux une passion indéniable pour la musique. Claire, tu es fan absolu de Superbus et tu connais toutes les tirades par cœur de la comédie musicale Starmania. Et de l'autre côté, Alexis, par tes racines polonaises, tu es un grand fan de true black metal et notamment du groupe légendaire Behemoth. Et certaines rumeurs prétendent que, comme tu es un grand gamer invétéré, pour te mettre en condition, tu aimes bien te peinturer le visage en noir et blanc pour jouer à Fortnite. Claire, de son côté, c'est plus Team Minecraft. Tu es connu notamment sous le nom de Clarogot et tu as reproduit la ville d'Issoudun en entier, et personne ne sait vraiment pourquoi. Côté artistique, expérimental ou avant-gardiste, Alexis, tu n'es pas en reste. J'ai notamment trouvé une vidéo de 29 secondes sur ton YouTube
sobrement intitulé « Diffusion en direct de Alexis Zornomaz », un écran noir énigmatique, offrant juste un boulevard et une mise en lumière d'un délicieux bonjour en haut à droite de l'écran. Eh oui, bonjour Alexis. C'est un coup de maître qui a été posté il y a 4 ans et qui était largement récompensé par ses 8 vues. Et que je vous incite à aller voir, hein, c'est vraiment assez incroyable. Alors Claire, tu as participé à The Voice en 2017 avec une magnifique reprise de Night Call de Kavinsky. Mais bon, on a quand même reconnu que c'était toi malgré ta perruque et ça t'a permis d'entrer dans la légende. Alors vous l'avez compris, dans cette session, on va parler beaucoup de la croisée et des chemins entre l'artistique et le pragmatique et comment le design cherche à réconcilier l'esthétique et le fonctionnel. Et ça aussi, c'est un point à vous deux, un point commun. Et comme on parle d'affect, j'ai envie de clôturer cette petite chronique par une question pour vous deux pour commencer. Vous avez tous les deux le point commun d'être dans une entreprise qui a choisi de faire évoluer sa charte graphique, son positionnement, marque, etc. Et on sait que les internautes, quand ils découvrent un nouveau logo, une nouvelle identité, en général, ils ne sont pas très compréhensifs ou très tendres. Et ils ne se cachent pas, ils se donnent, ils donnent leur avis de façon assez cash, quelquefois un peu violente. Et j'avais juste envie de savoir comment vous l'aviez vécu justement quand c'est arrivé il y a quelques mois. Et je vous laisse la parole. Alexis, tu commences? Moi, je commence. Comme ça, au moins, s'il y a des bêtises qui sortent, ça vient de chez moi. Ça fait partie de notre deal, Claire. Alors déjà, bravo. Bravo pour cette intro. Quasiment tout était vrai. Presque tout. On en reparlera après. Comment on l'a vécu, nous je pense que, comme tout le monde, tu vois, quand tu travailles autant de temps sur un rebranding, que tu mets autant d'efforts, je pense que tu es à la fois excité que ça sorte, mais tu as aussi, je sais pas, un peu de crainte sur la manière dont ça va être perçu. Donc, je pense qu'on reste quand même des êtres humains. Forcément, on a regardé un petit peu ce qui se passait. Après, on va pas se mentir, hein, les gens qui s'expriment souvent en ligne, c'est souvent ceux qui veulent dire des choses qui sont pas forcément gentilles. Après, tu as aussi pas mal de gens qui nous ont envoyé du soutien à côté de ça. Donc, on a essayé un peu de regarder les deux, de ne pas rester concentré sur juste les avis négatifs. Sur le côté Deezer, nous, on avait aussi fait le travail en amont de regarder de tester un peu le rebranding pour un peu aussi avoir des convictions un peu plus fortes au moment où on allait le sortir. On a vachement mesuré aussi l'impact que pouvait avoir le rebranding pour que la manière dont on allait avancer avec et aussi ce qu'on allait retenir, ça soit rationnel et pas juste basé sur les messages qu'on a pu lire sur Twitter. Et qu'au final, quand nous on regarde aujourd'hui les résultats, c'est globalement positif. Il y a eu, tous les indicateurs qu'on souhaitait mesurer étaient positifs, donc c'est plutôt un succès. Mais je dirais qu'il y a forcément ce moment où tu le lances, où là en fait ça ne t'appartient plus et il se passe plein de choses. Moi, je vais enchaîner. Déjà, effectivement, merci Eric. Bon, pour mon passage à The Voice, j'avais plutôt effacé mes traces sur Internet, mais bon, merci d'avoir retrouvé cette info. Non, en vrai, c'est pas moi. Sur le rebranding, déjà, je salue vraiment le travail colossal des équipes branding au sein de Before-Bank. Donc, Before-Bank, ça existe depuis 2009 et on a décidé de faire un rebranding, mais un véritable changement aussi de positionnement. Donc, notre logo historique qui est 2B pour Before-Bank face à face, en fait, ils se sont assemblés et ça vient former cette nouvelle grenouille bleue qui vient exprimer tout ce qu'on souhaite mettre en place de par l'expérience aussi qu'on propose, qui est une valeur très, très humaine, très enthousiaste, très dynamique. Donc ce rebranding, il a été plutôt bien accepté. Déjà, au sein des équipes, on est tous super fans parce que vraiment, il exprime la joie, etc. Et ce qui est assez différenciant dans l'univers bancaire. Et d'un point de vue public et utilisateur, c'est comme pour Alexis, effectivement, il y a toujours une partie de personnes qui vont être un peu déçues, mais globalement, ça a été hyper bien reçu. Et vas-y Axel, je t'en prie. Non, j'allais dire, du coup, si le design émotionnel a été un critère de choix important dans le travail de ces identités,
comment il a été évalué cet impact? Par exemple, Alexis, là, tu parlais d'indicateurs que vous avez utilisés pour évaluer l'impact, alors plus de l'identité que de l'impact du design émotionnel, j'imagine. Mais du coup, sur l'aspect design émotionnel, est-ce qu'il y a des indicateurs en particulier que vous avez utilisés à la fois pour travailler cette identité et aussi pour valider la réussite du coup de ces nouvelles identités? Est-ce que je peux rajouter une petite partie dans la question parce que c'est un peu lié. Aussi, moi, je serais intéressé de savoir si vous avez mis en place une stratégie d'adoption, en tout cas des points avec ces mesures à 1 mois, 2 mois, 3 mois, enfin, voir si justement ce rebranding a été adopté, compris, ou si vous laissez encore des marges de manœuvre. Je dirais, alors, je parlerai pas pour tous mes collègues, parce qu'on est quand même une grosse boutique et que je pense que cette mesure un peu du rebranding, un peu comme Claire, en fait, c'est différentes équipes qui ont travaillé dessus. Donc, je pense que les équipes marketing font un suivi. Et je dirais que j'ai plutôt, moi, une sorte de résumé de ce suivi où on me dit all good, tout va bien. Et j'ai pas besoin de rentrer dans le détail. Je pense que moi, j'ai surtout un peu une visibilité sur les mois, tu vois, qui ont entouré un peu ce rebranding-là, où il y a eu beaucoup de quali, de faits avec la user research, où on testait des choses comme ça. Au moment du rebranding, comme je disais, c'est des choses qu'on a testées, donc en fait, avec des focus group, etc., pour voir un peu comment les gens y réagissaient à ce qu'on était en train de faire. Et sorti du rebranding, je pense qu'il y avait un peu le juge de paix, on va pas se mentir, quand on sort à quelque chose comme ça, on a un business à faire fonctionner, donc ce qu'on veut éviter, c'est que les gens ils partent de Deezer parce qu'ils sont pas contents. Donc je dirais, moi, à mon niveau avec mes équipes, vu que je fais partie des équipes produits, une des choses que je surveillais, c'était regarder l'impact que pouvait avoir ce rebranding sur le churn. La finalité, c'est qu'il y a eu très peu d'impact sur le churn, voire presque pas. Et globalement, en fait, je dirais que vu que c'est un moment où la lumière a été mise sur Deezer, on a vu que il y avait d'autres métriques, soit les recherches Google, soit le store, soit des gens qui créent même des créations de comptes. En fait, on a vu qu'il y avait un pic parce qu'il y avait, je pense, là-dedans, en fait, aussi des parts de gens qui voulaient, tiens, en fait, Deezer, j'avais souvenir que c'était cette entreprise il y a 10 ans qui faisait du streaming en France. Depuis, je suis allé sur une autre plateforme de streaming. Pourquoi pas redécouvrir le produit. Et je pourrais juste donner un peu cette anecdote-là. Quand on a fait les tests sur la nouvelle identité, côté produit, je dirais, les gens étaient assez étonnés de découvrir que Deezer possédait un dark mode. En fait, on avait cette image de Deezer, un acteur qui a un layout super blanc. Le dark mode, il avait quand même déjà plusieurs mois, plusieurs années au sein de Deezer. Et c'est vrai que les utilisateurs Spotify qui étaient très attachés à cette interface un peu sombre, en fait, étaient agréablement surpris de voir qu'il y avait un dark mode sur Deezer, et même qu'il y avait le choix d'avoir les deux modes, et donc ça laissait un peu de personnalisation. Donc ouais, donc, globalement, je pense qu'on a eu, on n'avait pas des métriques vraiment orientées genre design, des choses comme ça. Et chez Before Bank, c'est un tout petit peu différent parce qu'on n'a pas, en fait, c'est un rebranding, mais on est vraiment encore en phase de lancement. L'application a été lancée il y a 6 mois, mais on a toujours l'application pour nos clients historiques qui sont sur l'ancienne application. Donc là, on met vraiment beaucoup d'efforts cette année pour pouvoir les accompagner, et tant évidemment dans l'expérience que dans les valeurs de la marque qui vont être transmises dans ce nouveau monde. Mais tout ça s'accompagne évidemment avec un gros travail de communication, d'emailing, etc. Donc la transition devrait se faire vraiment de manière soft. Et comment on fait quand on est, j'ai envie de dire une néobanque, en tout cas une banque en ligne et une plateforme de streaming qui est dans un secteur hyper concurrentiel? Comment on fait pour se différencier en gardant quand même des éléments clés, des éléments compréhensibles par les clients dans ces secteurs? Sur quoi on joue? Alors, si tu veux, je peux essayer de répondre un petit peu. Vas-y. Okay. C'est exactement en fait dans la continuité du nouveau positionnement. Donc dans les néobanques, enfin plutôt banques digitales, hein, parce qu'on est vraiment une banque. On joue justement sur cet aspect très humain. Before Bank, c'est Before beaucoup plus humaine. Donc on axe vraiment le positionnement
ici, et avec une expérience aussi qui l'exprime. C'est-à-dire qu'en termes d'expérience, on va avoir de la simplicité, on va travailler sur un ton de voix, on peut rentrer un peu dans les détails de ce qu'on appelle le delight, tout ce qui va être illustration, comment on accompagne au bon moment l'utilisateur pour justement le réassurer, et l'accès 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 à un humain. Donc c'est là où on arrive à se différencier par rapport aux autres néobanques qui proposent pas ça. Ok, très clair. Et toi, du coup, Alexis, de votre côté? Je peux dire que je veux la même réponse que Claire. Non. Je pense qu'effectivement, il y a un truc c'est un peu similaire à Claire. C'est qu'aujourd'hui, une plateforme de streaming, en fait, il y a 10 ans, en fait, les catalogues, en fait, chacun avec un peu son catalogue, les fonctionnalités étaient en train de se construire. Maintenant, on est un peu arrivé à une ère de la maturité où, en fait, le catalogue est le même entre les différentes plateformes. On a tous un peu de la personnalisation, on a tous un moteur de recherche, etc. Je pense que donc il y a la marque de chez Deezer, donc je pense qu'il y a réellement une volonté chez Deezer de dire que la musique c'est quelque chose qui se vit et en fait sur lequel on doit, où l'expérience, qu'elle soit digitale ou IRL, est super importante. D'ailleurs, Deezer est souvent présent sur les festivals en France. On essaie de faire pas mal de choses comme ça parce qu'on pense que la musique c'est pas juste quelque chose qu'on écoute en solo. Dans le produit, nous, on essaie vachement aussi de se différencier par les features que l'on propose. Je pense qu'on est toujours dans une phase de construction au niveau, je dirais, plus de la UI pour mettre un peu plus de delight dans notre UI. Après, on essaye aussi de mettre du delight dans les fonctionnalités. Notamment, il y a 2 ans, peut-être un peu moins, Deezer a sorti genre Music Quiz, qui était un peu l'idée de mettre une fonctionnalité de blind test dans le produit. Et ça paraît non plus pas totalement stupide, hein. On a tout un catalogue. Les gens, ils sont tous un peu en train de se challenger et c'est une activité qu'on fait très facilement. Pourquoi ne pas offrir cette fonctionnalité-là aux utilisateurs? Donc aujourd'hui, Deezer est, je pense, l'un des, à ma connaissance, le seul DSP qui propose cette fonctionnalité-là. Et je pense que c'est quelque chose sur lequel on va continuer aussi vers lequel on va continuer à aller chez Deezer. Et du coup, c'est cool parce que c'est exactement là-dessus que j'ai envie de répondre, de rebondir. Tu vois, tu parles de delight. Aïe, ouais, pareil. Le delight, on sait que ça joue sur des fois des détails, des nuances, beaucoup de finesse, etc. Et j'avais envie de savoir comment on arrive à embarquer une équipe, une société globale sur ces sujets quand on est en même temps dans une grosse refonte avec des contraintes de temps, de budget, etc. Comment on peut gérer ces deux aspects un peu contradictoires? Là, on va rentrer dans le système D. Ça rejoint des discussions qu'on avait déjà eues avec Alexis. Effectivement, il faut déjà, à mon avis, il faut trouver le bon moment pour avoir cette réflexion parce que parfois, c'est juste pas possible. Après, le plus tôt est le mieux parce que comme on est en train de le voir, hein, c'est juste indispensable. Il faut savoir que une expérience humaine, une expérience delightful va avoir un impact énorme sur l'engagement. Donc, ça a un impact business. Donc, c'est pas juste une option d'avoir une application un peu jolie ou un peu sympa. Non, c'est vraiment indispensable. Donc, comment on fait pour les embarquer? Il faut faire une preuve. À mon sens, c'est ça. Il faut faire une preuve. Il faut commencer soit petit sur une fonctionnalité dans une squad qui a la capacité et qui a un peu l'affinité, et ensuite pouvoir embarquer petit à petit. Et en parallèle, à mon sens, il faut aussi poser une vision, de dire voilà, là où on pourrait aller, en tout cas donner une direction de le niveau de delight attendu. Maintenant, c'est à tel endroit. Est-ce que ça veut dire que du coup, dans vos stratégies de priorisation, c'est un élément qui est pris en compte dans les priorisations des features ou c'est au contraire la vision qui va le porter et l'ambition, mais on n'est pas encore dans cette stratégie de priorisation à l'échelle de la feature? Alors, je pense qu'en ayant justement une vision, déjà on donne envie et on permet ça permet de mieux comprendre où on veut aller, parce que simplement dire, par exemple, dans des roadshows, roadmap, il faut mettre plus de delight, ça parle pas vraiment. Donc déjà, il y a cette première phase. Et ensuite,
à mon sens, pour l'avoir dans la priorisation, c'est au moment de l'estimation, au moment de la conception, finalement, de se dire, sur telle fonctionnalité, ouais, il va y avoir une vraie valeur ajoutée. Donc là, il va falloir avoir un peu plus de temps, plus d'itération et mettre plus d'efforts. Et je rebondis peut-être sur le commentaire de la feature que tu évoquais, Alexis, tout à l'heure. Aujourd'hui, le design émotionnel, en priorité, il doit passer par quoi? Parce que tu évoquais justement l'aspect contextuel de l'expérience, les gens qui vivent, du coup, ce qu'ils vivent avec l'application, etc. Il y a 3 éléments, à mon sens, sur lesquels tu peux jouer sur le design émotionnel, qui est l'interface, la fonctionnalité et le contexte dans lequel la fonctionnalité est utilisée. Quels sont les éléments sur lesquels, aujourd'hui, vous jouez le plus, ou au contraire les éléments sur lesquels vous êtes le plus contraint? Tu vois, je pense par exemple les interfaces qui se veulent aujourd'hui de plus en plus minimalistes, ou encore des contextes dans lesquels on veut être de plus en plus en immersion et on veut de plus en plus que notre produit s'efface au profit de l'expérience. Comment vous gérez du coup l'équilibre entre ces trois notions? Alors, comment à l'échelle de Deezer, on gère, je pense que ce sera une autre réponse que la mienne. Moi, il y a ce que j'essaye d'impulser Oui, carrément. en tant que leader chez Deezer. Tu mentionnais genre la fonctionnalité, l'expérience, enfin, le contexte dans lequel tu as l'expérience et l'interface. Moi, je suis un grand partisan de dire que l'interface, je pense que c'est ce qui nous excite le plus. C'est un peu le petit truc que tu rajoutes à la fin. Et j'ai tellement d'exemples des fois où j'ouvre une application, je fais c'est tellement bien, satisfaisant ce dernier niveau. C'est un peu comme quand tu finis le boss final d'un jeu vidéo. Là, tu as ce moment un peu où genre, tu flottes. Mais c'est vrai que pour moi, le travail sur la fonctionnalité, et 2, surtout la compréhension du contexte dans lequel tu te situes, et donc dans lequel plutôt ton utilisateur se situe, et donc comment tu dois un peu l'emmener pour lui faire vivre. Il y a mon chat qui est en train de s'exciter. Super, merci, c'était le nickel. Je pense que c'est essentiel. Donc, moi, aujourd'hui, j'essaie vraiment plutôt de challenger les gens avec lesquels je travaille, donc aussi bien mes équipes, mais aussi mes pairs, sur le fait que, non, en fait, une fonctionnalité, c'est pas juste un truc froid dans lequel sur lequel il y a des stories et on va faire des écrans. En fait, il y a un contexte dans lequel on se situe. Et je pense, et souvent, moi, j'ai toujours eu cette image en tête qui, en fait, quand on doit penser à une fonctionnalité et construire une bonne expérience, c'est bien d'avoir les 2-3 écrans qui vont avant le démarrage de la feature et ceux qui vont être 2-3 étapes après, pour avoir en fait vraiment tout le chemin par lequel l'utilisateur va passer. Et là, on parlait tout à l'heure, si on se met un peu dans les chaussures pardon, mes chaussures moi, si on reparle de la feature Music Quiz, en fait, le contexte dans lequel on pourrait être amené demain à faire une fonctionnalité comme ça avec ses amis en multijoueur est super important, parce qu'en fait, c'est pas juste un truc on peut pas traiter cette fonctionnalité multijoueur sur du blind test de manière froide. Il faut comprendre le contexte dans lequel on se situe. C'est un peu toujours le truc, tu sais, d'abord tu travailles correctement ta feature avant de mettre le petit truc au-dessus. Exactement. Si juste je peux rebondir là-dessus, c'est vrai que parfois, quand on pense Delight, on se dit effectivement c'est très visuel, ça va être des illustrations, des animations, des micro-interactions, mais en fait, le Delight, il vient déjà de l'expérience et de comprendre le contexte de l'utilisateur, de se mettre effectivement dans ses chaussures et de se dire, notamment sur une application de banque, on sait que ça peut générer du stress de consulter ses comptes, etc. Et nous, vraiment, ce qu'on recherche pour nos utilisateurs, c'est qu'ils se sentent bien, qu'ils soient sereins. Donc, on a toujours cet angle-là de se dire comment on peut l'accompagner. Est-ce que c'est vraiment en lui simplifiant certaines actions de consultation ou de transfert, etc. Ou est-ce que c'est en expliquant mieux? Parfois, un écran supplémentaire, ça peut aider. Donc, vraiment, s'il y a un truc à retenir, c'est le contexte de l'utilisateur. Et vous pensez qu'il existe des fonctionnalités du coup froides et plutôt des fonctionnalités chaudes? Donc certaines fonctionnalités qui c'est difficile de faire vivre des émotions avec, alors que d'autres vont être extrêmement génératrices du coup d'émotions, ou en tout cas plus facilement. Et deuxième question dedans, c'est comment faire pour justement, est-ce que c'est faisable de transformer une fonctionnalité un peu froide qui est pas forcément génératrice d'émotions, tout simplement en arrivant à faire vivre des émotions dessus, quoi? Ouais, allez, casse-gueule
Je sais pas s'il en existe. Enfin, ouais, j'arrive pas à avoir une réponse super claire sur est-ce qu'il existe, tu vois, des froides et des chaudes. Néanmoins, je pense que c'est certain que, tu vois, genre, si tu dois travailler, peaufiner une feature, t'en as qui sont, je dirais, plus adaptés, tu vois, à ce genre d'exercice, ou du moins où ce genre d'exercice va réellement apporter quelque chose. Mm. Tu vois, j'ai souvent cet exemple Le qui plus pour moi est... maximisé, quoi. Ouais, tu vois, parce qu'en fait, ce qui est intéressant après, c'est comme le disait Claire tout à l'heure, c'est OK, quand tu fais ce genre d'exercice, derrière, après, il faut faire une preuve. Donc, en fait, si tu arrives à. Je pense qu'il y a des fonctionnalités où, en fait, tu vas pouvoir réellement prouver que ce delight, en fait, a apporté quelque chose. J'ai un exemple, tu vois, qui n'est pas chez nous, malheureusement, mais que je trouve tellement satisfaisant, c'est chez Revolut, il me semble. Quand tu top up et tu rajoutes de l'argent sur ton compte, désolé Claire, c'est ma référence. En fait, tu as une sorte de sheet qui sort. Et en fait, où tu as une sorte de. C'est une cinématique tellement bien pensée à la milliseconde près, où en fait, tu as une animation de check pour te confirmer que ça a bien été fait, avec le bon retour haptique qui était envoyé, et tu as une petite progress bar qui diminue en haut de la bottom sheet pour te faire comprendre qu'une fois qu'elle va arriver au bout, ça va se fermer. Et en fait, moi, ça me provoque un sentiment où je me dis, OK, je leur ai confié mon argent, et en fait, c'est bon, c'est en sécurité. Et je pense que dans ce genre de moment, et je pense que Claire, elle doit vivre ce genre de moment en fait, dans son application, où en fait, je pense que le côté fonctionnel, il faut arriver à le dépasser pour justement créer en fait un truc de confiance avec, parce que je pense dans le côté bancaire, c'est super important, je pense, de créer de la confiance avec ton utilisateur. Et donc à ce moment-là, dans ces moments un peu critiques, je pense que le delight peut réellement apporter quelque chose. Oui, absolument. Après, sur certaines fonctionnalités, ce qui est attendu, c'est vraiment l'efficacité, la sécurité, la simplicité. Donc là, pour le coup, si on commence à être un peu trop dans la surenchère d'éléments, ça ne marchera pas. Mais il y a effectivement d'autres usages qui valent la peine d'être creusés. On va sortir bientôt une fonctionnalité un peu de pocket, qu'on appelle enveloppe, qui permet en fait de faire des réserves d'argent qui seront basées sur un livret. Voilà, dit comme ça a l'air un peu froid, mais en fait, on est en train de s'en servir et pour proposer une expérience plutôt d'objectifs, d'atteinte d'objectifs pour les utilisateurs que eux vont pouvoir se fixer. Et en ça reste, ça ouvre vraiment le champ des possibles pour le Delightful, parce que qui dit atteinte d'objectifs, dit rewards, pourquoi pas, enfin voilà, on peut pousser ça un peu plus loin. J'avais une question sur le contenu, parce que vous êtes tous les deux dans des secteurs qui sont très différents, et avec leurs difficultés, c'est-à-dire que Claire, le contenu avec lequel vous pouvez jouer pour provoquer du delight, de la finesse dans l'expérience, etc., il peut être du contenu plus ou moins compliqué à gérer, parce que quelqu'un qui a découvert, je pense qu'il n'est pas non plus forcément archi ravi. Il n'est pas dans le delight, lui. Voilà, il n'est pas trop dans le delight, donc comment tu fais, comme tu l'as un peu évoqué tout à l'heure, pour un peu compenser, etc. Alexis, à contrario, le delight se fait aussi beaucoup par la musique, le contenu musical, le fait que les pochettes, en plus, ça peut être la foire à l'empoigne, il y en a dans tous les sens, des couleurs, etc. Donc, comment garder une homogénéité ou un style dans tout cet écosystème? Voilà, je m'interroge un peu là-dessus. Alors, c'est pas une question très précise, mais je veux bien quelques éléments de votre côté. Alors, si tu veux, sur la partie delight, je ne sais pas si on sera vraiment dans le delight, c'est-à-dire la définition pure de apporter de la joie et de la surprise, surtout dans un contexte où on peut se retrouver à découvert. En revanche, nous, c'est plutôt sur l'aspect bien-être financier. Donc, l'idée, ce serait de pouvoir aider notre utilisateur à anticiper ça. Et donc, avec tout ce qui va être de l'informer, de lui donner un accès à une vision très simplifiée et accès aussi à un conseiller. Ok. Donc, ça dépasse les frontières du pur digital, quoi. On a une question dans le chat sur justement comment définir le contexte d'utilisation afin de maximiser l'impact. On a évoqué là tout à l'heure choisir la fonctionnalité pour maximiser l'impact. Certaines fonctionnalités s'y prêtent un peu mieux. Et du coup, la question, elle est sur comment on définit le contexte d'utilisation afin de maximiser l'impact, mais également quelle stratégie adopter pour choisir les personnes cibles. Mais on n'y répondra pas parce que de toute façon, il est trop tard, il est 30. Sauvé par le gong. Il n'y a pas de bonne réponse. Je suis super content. C'est plié. Est-ce que par exemple vous avez des personas par rapport à ces stratégies de design émotionnel par exemple?
Alors, je réponds. Je pense que, alors nous aujourd'hui, je pense que les personas, on en a eu. Je pense qu'on les utilise moins aujourd'hui. Moi, je fais partie de cette vieille génération de designers qui a grandi avec les personas et qui, c'est un peu genre une sorte de juge de paix que tu as envie d'utiliser en permanence. Mais j'ai bien compris que maintenant, il fallait qu'on vive sans. Mais je pense que c'est certain que tu peux pas être dans un truc où tu te dis ah, cette fonctionnalité-là, je la traite pour 100% de mes utilisateurs parce que c'est une sorte d'utilisateur unique. Donc je pense qu'il y a un moment, c'est bien de commencer à remettre un utilisateur au centre de ce que tu es en train de concevoir pour justement en cascader un contexte, etc. Sur le sujet des personas, pareil, bien sûr, on s'en sert pour définir l'expérience. Là où ça peut être un peu différent d'Alexis, c'est que on travaille aussi nos personas en fonction de moments de vie. C'est-à-dire qu'un jeune étudiant n'aura pas forcément la même utilisation qu'un actif ou que quelqu'un qui a vraiment des plans d'épargne très, très poussés. Et du coup, l'aspect un petit peu subjectif de l'émotion, de par les histoires des individus, etc., est-ce que selon vous, un design émotionnel est forcément du coup un design clivant? Parce que chacun va vivre l'émotion différemment? Tu vois, ce que tu disais, Alexis, sur le fait qu'une fois que tu lances cette nouvelle identité, je crois le terme que tu disais, c'est elle ne t'appartient plus. Enfin, les gens vont la vivre avec du coup leur façon de vivre les choses, etc. Est-ce que ça veut dire qu'à partir du moment où on vise justement une stratégie qui est émotionnelle, bah en fait, par définition, il y aura des réactions émotionnelles à cette stratégie associée, quoi? Je pense pas que, je pense que tu peux pas. Enfin, ça va être une réponse de Normand sans doute celle que je vais faire, mais pour moi, tu peux pas être trop clivant. Tu vois, je pense qu'il y a un moment où il faut aussi savoir un peu s'arrêter dans cette recherche de design émotionnel. À moins que ça soit une fonctionnalité où tu te dis, ok, bah, cette fonctionnalité-là, elle est que pour une typologie d'utilisateur que j'ai extrêmement bien cerné, et en fait, les autres, j'en veux pas. Mais c'est vrai que par exemple, je réfléchis parce que récemment, avec une partie, enfin, les équipes design chez Deezer ont retravaillé nos principes de design. Et en fait, cette notion un peu de dire, oui, on travaille sur des fonctionnalités qui sont pensées pour une partie de nos segments, potentiellement, mais à la fin, on n'a pas envie non plus d'exclure tous nos utilisateurs. Et on a vraiment, il y a une véritable volonté en fait d'avoir un produit qui soit très inclusif. Donc je pense que dans ma réponse, en fait, c'est aussi la réponse de nos principes qu'on a chez Deezer. On n'a pas envie d'être non plus trop clivant. Ouais, moi c'est pareil de notre côté. Effectivement, nous, enfin, on a une démarche très inclusive, et justement pour éviter le côté clivant, on teste beaucoup. Je suppose que c'est ce que vous faites aussi, Alexis. On teste beaucoup avec des communautés, avec nos utilisateurs. On prend des feedbacks et justement on ajuste au fur et à mesure. Eric, tu veux le mot de la fin? J'ai une question très opérationnelle, très pénible pour terminer. C'est le feu d'artifice de. On sait qu'un rebranding, ça va impacter énormément le delivery, ça va impacter les outils comme le design system, peut-être aussi le mindset de conception, si on veut toucher l'éco-conception, l'accessibilité, etc. Du coup, on se retrouve dans une sorte de gros bordel autour du run, du delivery, de la remédiation, etc. Comment vous avez réussi à orchestrer ça? Tu veux y aller, Claire, ou j'y vais? Je peux y aller si tu veux. C'est plus simple peut-être pour moi. C'est-à-dire que on est reparti from scratch, puisqu'on a deux applications encore aujourd'hui qui coexistent. Donc le design system, on l'a recréé de zéro. On a recréé toute l'application et toute son expérience. Ah, ça y est, c'est fini? Ouais, je t'ai donné okay. Un peu, je pense qu'en vrai, Claire, c'est embêtant en fait. Elle dit en fait exactement ce que je voulais dire. Nous, en fait, on a réouvert le capot juste un peu avant le rebranding du design system, etc. Et on s'est dit, ah ok, il y a plein de trucs qui vont être des bloqueurs demain. On s'est rendu compte qu'il y avait des choses qu'il fallait clairement remettre à plat durant le rebranding au niveau du design system.
les équipes, que ce soit le design, la recherche, les devs, toute la division dans laquelle je situe, et même les équipes branding, ils ont fait un travail monstrueux. Je spoil pas le meet-up de la semaine prochaine, mais en fait, la timeline était méga courte. Et on a vraiment délivré à la vitesse de l'éclair. Donc forcément, dans ce genre de contexte où tu as quelques semaines / mois pour explorer et sortir ton produit, tu es obligé de laisser des trucs sur le bord de la route en te disant non, mais ça, c'est des poids morts, on y reviendra. Donc, dans notre espace au bureau, on a on a un tableau blanc où on a listé côté design tous les trucs sur lesquels on voulait revenir et donc sur lesquels on va se battre au fur et à mesure. Donc, il y a des choses qu'on arrive à mettre dans les roadmaps a posteriori. Il y a des choses sur lesquelles on devra faire un travail de conviction pour que ça soit priorisé. Et après, ça fait partie un peu. Claire et moi, on a une amie en commun qui s'appelle Léa Mendes, la fameuse Léa, qui parle souvent des tips de pirates dans ce genre de temps pour naviguer dans les organisations en tant que leader. Et en fait, on a aussi trouvé, nous, en interne, des gens qui comprennent le sujet qu'on souhaite adresser, ce delight, côté dev, et qui nous aident à pousser plus loin, etc. Donc, typiquement, dans le rebranding, faire des animations pour animer les shapes de notre nouveau rebranding, ça paraissait pas être le truc sur lequel tu vas en priorité, mais il y avait des développeurs qui avaient l'envie d'y aller et qui comprenaient en fait que on sort un nouveau rebranding, il faut en être un peu fier, et donc il faut qu'on pousse le curseur un peu plus loin. Et donc vraiment jusqu'à le dernier jour où on a buildé le produit qui partait en validation chez Apple, jusqu'à 18h, tout le monde était motivé et allait chercher l'extra mile, que ce soit les ingés, les gens la QA ou les designers. Cœur sur eux, quoi. Je donnerai pas mes astuces de pirate session chez Before Bank parce que je pense que je vais en avoir encore un peu besoin, mais chez France Télé, c'est ce que j'avais fait aussi, effectivement, notamment pour mettre des illustrations animées, etc. Tout ce qui était via Lottie à l'époque. D'ailleurs, c'est toujours le cas, mais effectivement, trouver un dev qui a ce petit truc, qui a envie, en fait, l'envie. Je pense que c'est ça. Il faut trouver les bonnes personnes et pousser les sujets. Donc, pour ceux qui utilisent Deezer, quand vous utilisez le produit et que vous voyez un truc cool, sachez que c'est quelqu'un qui allait beaucoup plus loin le chercher. C'est une belle phrase de conclusion autour de l'humain. Alexis, est-ce que ton chat a un mot pour conclure cette session ou Non, c'est bon, là, elle a pourri la session, elle a décidé d'aller se coucher. Donc, c'est bon, devoir accompli. Parfait. Et on va justement, cette session touche à sa fin. On a un petit peu débordé. Alors, c'est un truc qui nous tient à cœur avec Excel, c'est d'avoir un format qui soit assez court. Je sais que des fois, c'est un peu court. Je croyais que tu allais dire de déborder. Déborder, être en retard. D'être en retard, de bien respecter les timings. Cette session sera disponible en replay sur YouTube d'ici quelques minutes, j'imagine, ou quelques semaines, ça sera à vous de voir. Merci Claire, Alexis, merci Axel, merci à tous d'avoir participé. Merci à notre public fidèle, pas très nombreux, mais fidèle, c'est ça le plus important. Et puis Alexis, Claire, si vous avez un dernier mot, on peut vous laisser la parole avant de clôturer. Déjà, merci à tous pour l'invitation et le dernier mot, c'est continuer ces sessions et effectivement vraiment continuer à pousser le delight de toutes les manières qu'on puisse le faire en se remontant les manches, système D toujours, mais ouais. Comme Claire. Pareil. Claire, ça sera mon mot de la fin. Super. Merci à tous. Merci à tous. Salut. Bonne journée. Ciao.